Messieurs de la presse, chers compatriotes, après avoir regardé cet élément multimédia, la question que je me posais était celle de savoir s'il fallait applaudir ou pas. Cet élément nous donne plus ou moins une idée des atrocités, des actes criminels orientés, structurés, organisés contre nos populations et qui en même temps nous met dans une position de non seulement de défendre mais aussi de protéger nos populations civiles. Depuis plusieurs mois, la RDC vit dans une instabilité chronique qui touche l'ensemble des entités, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le peuple congolais se retrouve abandonné à son triste sort, au point où tout observateur averti se demande s'il existe un gouvernement responsable. Sans être exhaustif, les éléments ci-après clarifient notre préoccupation. Dans la province du Kwango, les milices Mobondo sèment la mort et la désolation à Kwamut devant un gouvernement quasi inexistant. En Ituri, les milices Codeco écument et massacrent les populations civiles au vu et au su du monde entier, sans aucune assistance gouvernementale. Dans la ville-province de Kinshasa, les gangs urbains, communément appelés Kuluna, se comportent en véritable maître de la ville et ils sont associés à la milice du pouvoir, les forces du progrès. Ils tuent les paisibles citoyens en plein jour sans aucune réaction du gouvernement central. Au Katanga, les milices tribalo-politiques déguisées en trésors artisanaux imposent la loi du plus fort devant une population katangaise abandonnée à son triste sort. À Maluku, dans la province de Kinshasa, les ethnies Teke et Yaka s'affrontent quotidiennement au nom du principe d'autochtone et allogène devant un gouvernement totalement désabusé. Les cas sont légion, mais les quelques exemples ci pour mentionner permettent à tout observateur sérieux et averti de se convaincre de l'inexistence d'une autorité responsable en République démocratique du Congo. Cette irresponsabilité se confirme à travers une attitude insoutenable qui consiste à traiter une partie de la population congolaise comme des citoyens de seconde zone, au point de leur priver de toute forme de droit fondamental et de l'existence. Dans son élan irresponsable, le même gouvernement se comporte, toute honte pure, comme un voleur qui crie au voleur. Quelle honte! Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, voici depuis plusieurs mois que l'AFCM 23 a sollicité la signature et l'application intégrale d'un cessez-le-feu sous l'égide de la communauté internationale. Loin de constituer un signe de faiblesse, cela est l'expression d'un souci historique de préserver nos citoyens, nos populations civiles des souffrances inutiles. Soufflant de chaud et de froid, comme à son habitude, le régime irresponsable et illégitime de Kinshasa n'a jamais pris au sérieux ses engagements. Malgré la signature d'un cessez-le-feu pour mettre fin aux hostilités et garantir une vie paisible à notre peuple, le régime a violé en maintes reprises ses propres engagements, sémant un trouble sur ses véritables intentions.
De manière répétée, l'AFC-M23 a réitéré ses appels au respect de cessez-le-feu et a alerté la communauté internationale sur les inacceptables violations dont il faisait l'objet de la part du régime de Kinshasa, qui a soigneusement planifié et exécuté la logique d'une guerre qu'il croyait gagnée. Voici comment le régime de Kinshasa a planifié et exécuté son plan, consistant à écraser militairement l'AFC-M23 en violation des appels tant du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC et de l'EAC, qui ont toujours plaidé pour une solution politique à la crise congolaise. La crise étant d'abord interne. Tenez. 1. Des violations répétées de cessez-le-feu. Le 17 juillet 2025, déploiement des troupes burundaises à Luvungi et Rubarika. Simultanément, un déploiement massif des FDLR, Wazalendo, Imbonerakure et FARDC s'est remarqué dans les entités de Moumazi, Kirumba, Massano, Kinege et Gifoun. Au même moment, l'attaque des Kololo fut lancée en violation de cessez-le-feu. 21 juillet 2025, des attaques coordonnées dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira et Fizi furent exécutées dans le village de Kaoro, Ndé, Ziki, par les FARDC et ses alliés. Le 22 juillet 2025, dans la région de Massissi, une attaque des FARDC et leurs alliés s'est produite à Roki. Le 23 juillet 2025, dans les territoires de Lubero, les FARDC associés aux FDLR, les héros traduits Wazalendo, ont lancé une attaque à Boukonou, etc. Les détails, vous les trouverez bien entendu dans un document en annexe qui sera distribué dès que possible. 2. Blocus humanitaire inacceptable. La méchanceté du régime criminel de Kinshasa s'est remarquée, ou se remarque aussi à travers le blocus de Minembwe contre une seule communauté, les Banyamulenge. Les FARDC, les forces burundaises, FDLB, les FDLR et les Wazalendo, sur ordre du régime irresponsable de Kinshasa, ont carrément créé un camp de concentration à Minembwe. Pas d'entrée, pas de sortie, pas d'accès au marché. La population vit depuis février 2025 sans sel, sans sucre, sans savon, sans huile, sans pétrole, sans tout autre produit de première nécessité que l'on peut se procurer sur les marchés locaux. Mais les blocus ou les sièges les a mis dans une situation extra inacceptable. Les hôpitaux qui n'ont pas été détruits n'ont même plus aucun comprimé. Et toute tentative de ravitaillement est systématiquement détournée, tant par les Wazalendo que par les FARDC et leurs alliés. Bien au contraire, le régime de Kinshasa envoie des avions d'attaque, Sukhoi, des drones, des hélicoptères de combat pour bombarder les villages, la piste d'aviation et d'autres infrastructures, causant ainsi des victimes parmi la population syrienne. Depuis février 2025, Minembwe a été bombardé plus de 10 fois. La première fois, c'était le 19 février 2025, par un bombardement qui a coûté l'assassinat du général Rukinda Makanika Michel. Ensuite, le 30 juin 2025,
où ils ont bombardé et brûlé l'avion humanitaire qui avait pris le risque d'amener les médicaments aux populations vulnérables. Les derniers actes criminels dans le cadre de ces blocus s'est passé le 6 décembre dernier, lorsque les femmes qui avaient décidé de braver les blocus revenaient du marché des Mitambo vers Minembwe ont été attaqués. Le bilan fit de 4 personnes tuées et plus de 40 personnes prises en otage et leurs produits confisqués. Quand elles ont été libérées sans leur colis, elles ont été renvoyées vers une destination inconnue. Jusqu'à ces jours, elles ont été séparées de leur famille et personne n'a aucune de leurs nouvelles. Nous en exigeons la libération immédiate et sans condition, à défaut des régimes, la remise de leur corps et à leur famille pour un enterrement digne et conforme à nos valeurs. Comment sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Depuis plusieurs jours, une guerre ouverte, brutale et généralisée s'abat sur toutes les lignes de front. Une pluie de bombes frappe indistinctement nos populations dans les Massissi, Rutshuru, Pangiza, Tobimbi, Kamanyola, Luvungi, Sangue et dans toute la région rurale. Ces attaques constituent une violation flagrante de tous les engagements signés et témoignent d'une volonté manifeste de détruire la paix que notre organisation a patiemment construite avec ses partenaires internationaux. Les offensives observées sont coordonnées, méthodiques et proviennent de la commune de Rungo, province de Chiboutoke en République du Burundi. Le preuve documentée dans certaines images que vous avez vues dans l'extrême multimédia présenté ces jours démontre clairement l'origine de la menace. En déployant les troupes sur le sol congolais en appui à la coalition criminelle du régime de Kinshasa, le gouvernement burundais a pris la lourde responsabilité d'un engagement direct dans une guerre injustifiable contre notre peuple. Pourquoi nos frères burundais s'invitent-ils à un conflit qui ne leur appartient pas? Telle est la question. Entre juillet et novembre 2025, 31 violations majeures de cessez-le-feu ont été enregistrées en contradiction totale avec le communiqué conjoint du 24 avril 2025, la déclaration de principe du 19 juillet, le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu du 14 octobre et l'accord cadre de Doha du 15 novembre 2025. Ces violations ne révèlent pas de simples incidents. Elles traduisent un choix politique, stratégique délibéré de remettre le pays sur les chemins de la guerre. Il est impératif de rappeler à la communauté internationale que le régime Tshisekedi n'a jamais observé le cessez-le-feu sur le terrain. Bien au contraire. Il a manipulé les offensives armées. Il a multiplié les offensives armées. Il entretient des tensions ethniques délibérées. Et il adopte une rhétorique et des méthodes rappelant tristement celles des RDL au Rwanda et des Imbonerakure au Burundi. Ces actes portent les germes d'un projet de déstabilisation profonde de toute la sous-région et d'un risque grave pour la survie de certaines communautés. Les bombardements aériens et terrestres ont déjà provoqué plus d'une centaine de morts parmi nos populations civiles et des milliers de familles ont été contraintes de fuir, sans abri ni assistance autour d'Ouvira, Luvungi
et dans toute la plaine de la Russie. Le monde entier a pu constater, à travers les réseaux sociaux, l'horreur infligée aux femmes, aux enfants et aux vieillards. Des écoles et des églises détruites, des familles décimées dans leur fuite. Ces images insoutenables témoignent de ce que vivent nos populations au quotidien. Depuis les années, l'AFCM 23 fait face à une coalition hétéroclite composée des éléments de la FARDC, des éléments des FNDB, des génocidaires FDLR, des milices criminelles Ouazalendo, des bandes armées Maïmaï, des mercenaires étrangers, surtout roumains, colombiens et européens. Cette coalition, loin d'incarner la République, sème la peur, la mort et la destruction. Face à ces attaques ciblant nos populations déjà vulnérables, nous avons le devoir sacré de les protéger. Nos forces, placées en alerte maximale, ont reçu l'instruction de maintenir une posture rigoureusement défensive, mais résolue face à toute menace. Cependant, lorsque la menace se déplace, lorsqu'un ennemi frappe depuis de nouvelles positions, lorsque les populations sont prises pour cible, nous avons l'obligation de neutraliser à partir de la source de cette menace pour garantir la sécurité et la vie paisible à notre peuple. Si des positions ennemies servent de base à des attaques contre nos populations, nous les démantellerons, conformément aux droits de légitime défense reconnus par les principes fondamentaux des droits internationaux. Nous appelons la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, la République du Togo ainsi que tous les pays de la région du Nord-Lac à prendre acte de refus obstiné de Kinshasa d'établir une zone tampon de sécurité, pourtant proposée à Doha par notre organisation comme garant de stabilité. Ces refus constants révèlent l'orientation bataillère du régime Tshisekedi, matérialisée par des assassinats dissimulés, la destruction intentionnelle d'infrastructures essentielles, usines, c'est le cas d'usines et des plans d'ISA, pillage, c'est aussi le pillage entre autres de la bravoure, des ponts, des écoles, hôpitaux et autres. Une stratégie d'anéantissement de la vie même dans l'est de la RDC. Le vol et l'épargne des populations de l'Est par la fermeture criminelle des banques. Tout ceci est inacceptable. Face à la gravité de la situation, l'AFC demeure engagé pour la paix, déterminé à protéger les populations civiles, fidèle à ses engagements internationaux, résolu à éliminer toute menace menant en péril la vie de nos concitoyens, mais en même temps ouverte au dialogue sincère. L'histoire jugera chacun. Nous avons choisi la voie de la responsabilité et la protection et de la dignité pour notre peuple. Je vous remercie. On s'anime à un moment déterminant où la situation sur le terrain s'est beaucoup dégradée et c'est la raison pour laquelle j'ai conduit cette conférence avec à mes côtés mes collègues, celui politique et celui économique, même si entre les deux il n'y a pas de différence. Nous allons donc prendre ces questions à chaque série. Je vais passer des fois la parole à mes collègues pour prendre chacun une partie et
vous direz à la suite. Je commence par ma droite. Le Burundi va subir les mêmes mesures que nous prenons pour protéger nos populations et contre les attaques, notamment de l'armée gouvernementale ainsi que tous ses alliés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les FARDC nous attaquent au même moment que l'armée burundaise et au même moment que les FDLR, au même moment que les Wazalendo, au même moment aussi que les mercenaires. Ça signifie qu'ils font une coalition qui ordonne, qui harmonise ces attaques. Et ces attaques, quand elles viennent de la coalition. Et nous répondons à ces attaques-là. Évidemment, ces derniers temps, il s'est fait que dans la zone de Kamanyola, nous avons subi cette fois-ci des attaques qui venaient directement du Burundi. Et les collines où étaient installées les armes ou les canons de l'armée burundaise ont été bien identifiés et nous les avons cités. Mais nous avons sorti un communiqué où nous avons appelé le Burundi à se tenir à l'écart des attaques de l'armée gouvernementale. Nous avons dit et nous avons précisé que nous n'avons pas de prétention territoriale sur le Burundi. Et nous n'avons pas d'intention d'attaquer notre voisin, parce que nous avons toujours vécu en paix avec le peuple burundais. Nous avons demandé aux troupes burundaises de se retirer même du sol congolais. Et vous savez que les troupes burundaises avaient pris même en otage nos populations dans les hauts plateaux, notamment les Minembwe, où les troupes burundaises ont organisé un blocus autour d'un seul peuple, les Banyamulenge. Or, vous savez que les hauts plateaux sont habités par toutes les communautés, notamment les Banyamulenge, les Baji, les Bafulero, ainsi de suite. Mais ils ont organisé un blocus autour des populations Banyamulenge parce que tout simplement, ils avaient des intentions criminelles. Et vous savez que même lorsque les drones attaquaient, il y a certains drones qui venaient de l'aéroport de Burundi et qui attaquaient directement, qui bombardaient directement certains sites dans Mulenge. Mais nous n'avons pas voulu prendre le Burundi de manière exceptionnelle ou la troupe burundaise de manière exceptionnelle comme cible. Parce que nous savons les conséquences de cela. Nous savons que Kinshasa voulait nous amener dans une guerre régionale. Et nous avons accepté, nous avons refusé plutôt de jouer ce jeu. Voilà pourquoi nous avons invité les Burundi à se tenir à l'écart. Et même les troupes burundaises, les éléments burundais, que nous avons arrêtés sous les champs de bataille. En tout cas, nous les avons mis à l'écart. De telle sorte que nous puissions leur donner des conseils en disant, écoutez, nous n'avons aucun problème avec vous, rentrez chez vous. Parce que la crise congolaise aujourd'hui, elle est congolaise, elle est interne, elle n'a rien à voir avec les pays voisins. Même si Kinshasa veut toujours amener les pays voisins dans les conflits actuels, mais nous refusons de jouer ce rôle. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous n'avons aucun programme pour attaquer le Burundi, quelle que soit la raison. Nous préférons exposer les attaques contre nos populations qui viennent du Burundi, les exposer au niveau de la communauté internationale, pour que la communauté internationale puisse tirer des conclusions. Parce qu'une fois que nous retournons, nous répondons, immédiatement nous entrons dans les jeux de Kinshasa et nous créons une crise internationale.
internationale. Voilà pourquoi nous refusons d'entrer ou d'appliquer au Burundi les mêmes mesures que nous appliquons à d'autres forces qui nous attaquent, qui sont elles des forces congolaises, même si parmi elles, il y a d'autres forces qui ne sont pas congolaises, dont les étrangers, dont les mercenaires. Merci. On a eu beaucoup tout le long de cette guerre, mais tous ont été suivis par des replis stratégiques de la part du FARDC. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'ils engagent des mercenaires ou qu'ils appellent au secours à d'autres armées étrangères. Vous en connaissez sûrement les exemples. Et samedi aussi, les troupes burundaises qui sont aujourd'hui en recul. Et alors, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas la première fois, mais nous défendrons notre population, nous défendrons notre cause à quelque prix que ce soit, et nous ne laisserons pas intimider par des promesses vides. Merci. Plusieurs fois, les conférences de presse ici sur le droit. Et je me rappelle que nous avons toujours signifié une chose qui est très importante. Que l'AFC M23 a constaté que tout ce que nous disons à nous, tout ce que nous décidons à nous, n'a aucun impact sur les terrains. Et cela nous a inquiétés. Tout le long du processus, nous étions inquiets de ça. Et nous avons toujours demandé à ce que nous signons comme accord à droit soit matérialisé sur le terrain. Parce que si nous sommes partis alors, c'est pour négocier la paix pour notre population. Ce n'est pas pour nous faire plaisir, ce n'est pas pour aller nous prélasser sur la plage du Qatar, ce n'est pas pour aller manger dans les hôtels de Doha. Nous, si nous partons à Doha, c'est pour négocier la paix pour nos populations. Alors, nous avions constaté que d'abord, lorsque nous décidons par exemple d'une trêve, depuis le mois d'avril, avec la trêve qui a été conjointement déclarée par nous et le gouvernement congolais, cela ne s'était jamais appliqué sur le terrain. Deuxièmement, lorsque nous avons signé la déclaration des principes, où nous avons encore réaffirmé le cessez-le-feu, cela ne s'était jamais appliqué sur le terrain. Troisièmement, nous avons signé récemment l'accord cadre, qui ne s'est jamais appliqué sur le terrain. Nous avons signé ensemble encore ce qu'on a appelé le protocole sur le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Mais cela ne s'est jamais appliqué sur le terrain. Et nous étions toujours prêts. Au-delà de ça, nous avons dit ici que nous avions écrit, dénoncer les violations du cessez-le-feu par le gouvernement de Kinshasa et que, au-delà des violations, au fait, le gouvernement de Kinshasa n'a jamais cessé ses actes. Je vous avais dit que nous n'avons jamais reçu une seule correspondance de la part de la médiation qui nous répond à la correspondance. Nous vous avons dit que lorsque nous avons négocié le cessez-le-feu, et le coordonnateur l'a dit, nous avions insisté sur la création d'une zone tampon qui devait être constituée par 5 km, d'où nos forces devaient se désengager. Et 5 km du côté de la force de la coalition négative, d'où elle devait également se désengager, de manière à créer une zone tampon de 10 km qui rendrait impossible la reprise des hostilités. Nous avons dit aussi, nous avons proposé sur la table de négociation que nous puissions amener une force neutre dans la zone tampon, de manière à faire même que la partie qui aura des intentions de violation du cessez-le-feu puisse d'abord combattre la force neutre avant d'aller. Tout ce que nous avons fait comme proposition à Kinshasa a refusé, prétextant
que c'était la meilleure manière de balkaniser le pays. Mais nous, on a compris, et nous avons dit aux Qataris que c'est une manière de poursuivre le combat, les hostilités, les offenses. Et nous vous avons dit que même dans ces attaques, le gouvernement congolais n'attaquait même plus sur la ligne de front. Ils attaquaient à l'intérieur de l'île. Et même, ils allaient même jusqu'à tuer les civils. Ils ne ciblaient plus les militaires. La preuve, Fouanguiza, ce n'est pas un civil militaire. Lorsqu'ils ont bombardé Fouanguiza par des fois, ils ont tué des civils. Ce n'est pas sur la ligne de front. Avec des drones. Les drones qui tuent aujourd'hui dans les massifs. Hier encore, ils ont tué dans les massifs. Mais c'est des civils, ce n'est pas les militaires. Ce n'est pas sur la ligne de front. Ils ont tiré ici, du côté de, je vais dire, de Kiroligo. Ils avaient tué encore des civils. Et partout où ils tirent avec leurs bombes, c'est des civils. Du côté de Minembwe, c'est la même chose. Ils ont tiré sur. Nous n'avancions pas. C'est de ne pas nous attaquer, c'est simple. Vous ne nous attaquez pas, vous ne bombardez pas, nous n'allons pas contre-attaquer. Et là, nous resterons d'accord. Mais, même si nous contre-attaquons, nous disons qu'il n'y a pas une autre solution pour la crise actuelle que la table de négociation. Et nous voulons amener Kinshasa sur la table. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Doha? Je vous informe déjà que nous nous préparons à aller à Doha. Notre délégation va partir d'ici là à Doha, parce que nous sommes invités à Doha, parce qu'il faut qu'on discute de ces derniers développements. Il faut qu'on amène Kinshasa, qu'on mette Kinshasa devant ses responsabilités pour qu'il respecte les engagements qu'il prend à Doha, pour que nous soyons rassurés également que nous sommes en train de construire finalement la paix. Et nous allons demander aussi des sanctions contre Kinshasa et qu'il faut que Kinshasa puisse répondre des crimes qu'ils ont commis. Vous savez qu'à certains endroits comme Moutaoulé par exemple, ils se sont battus entre eux. Les FARDC avec les Ouazalés. Je ne sais pas pourquoi la presse ne le dit pas. Mais c'est une vérité. Ils se sont battus entre eux et dans leurs hostilités, ils ont tué la population. À sang même. Et ces morts qu'ils ont provoqués, eh bien, ils doivent en répondre. Et évidemment, à un certain moment également, l'armée burundaise a joué à ces jeux-là. Vous avez vu des vidéos qui ont circulé avec un groupe de citoyens banyamulenge qui se sont fait intercepter par l'armée burundaise et parmi lesquels il y a eu des morts. Des femmes ont été violées. Une armée étrangère qui vient sur un territoire étranger et se comporte de la sorte contre les citoyens de la République. Ce n'est pas ça défendre la souveraineté de ce pays que Kinshasa chaque fois clame sur la toiture en se présentant comme les champions de la défense de la souveraineté du pays. Merci. C'est ce que vient de dire mon collègue. Nous n'avons aucune intention, j'allais dire, belliqueuse. Sinon, ce n'est pas une main tendue. Nous n'avons aucune intention territoriale ou belliqueuse avec les autres pays. Seulement, nous restons dans une interrogation de savoir pourquoi le peuple frère burundais se permet-il de s'engager dans un conflit qui ne lui appartient pas. C'est pour des raisons économiques et c'est pour des raisons stratégiques ou autres. Nous sommes très intéressés de savoir, mais nous sommes aussi contents d'entendre, sans éléments probants, que nos
de rentrer à la maison. Nous restons ouverts à toute discussion. En ce qui concerne les Doha, le monsieur Doha dans notre organisation, vous croyez encore au rapport livré par les groupes d'experts. La fiabilité de ces rapports, ça donne quoi? Mais réfléchissons par-dessus. On met tellement le Rwanda en exergue dans ces conflits qui est le nôtre, au point même de dire que non, nous tous ici, nous sommes des Rwandais. Vous tous ici, les cadres que vous voyez ici, sont des Rwandais. Et ceux qui se battent ici, il n'y a aucun Congolais ici. Des Malawites, des Tanzaniens. Il y avait plus de 3000 mercenaires européens. Et les Européens n'en parlent pas. Ça aurait été, je pense ici, des mercenaires d'un pays africain. Tout le monde écrirait, on s'était, parce que ça touche les Européens. Mercenaires européens, roumains, vous les avez vus. Comment on les a traités? Dignement, et ils sont partis. Sauf peut-être que nous, il fallait partir vite parce que notre porte-parole avait dit que devait rentrer à la maison. Et les mercenaires continuent. On a combien de mercenaires colombiens? On a combien de mercenaires colombiens aussi, américains? À cela ajouté maintenant, on a combien des groupes non contrôlés? D'abord nationaux, mais aussi des groupes internationaux. On a combien des EDF qui sèment mort et désolation au Grand Nord et à l'Itourie? On a combien d'FDR? Et là, c'est une nébuleuse. Parce que je vous confirme que les FDR sont, même dans la garde républicaine de justice, les FDLR sont dans la chaîne des commandements des FARC ici. On n'en parle pas. Mais on vient chercher les Rwandais dans la zone où nous sommes, évidemment, qui veut marier son chien, qui se dérange. Et tout ça pourquoi? Nous gardent ici, ceux qui nous gardent ici, nous gardent ici, les jeunes gens que vous voyez partout. Mais ce sont nos enfants de Massis, de Rutshuru, nos enfants de Mirabeau, dont la langue maternelle c'est le Kinyarwanda. Parce que les gens parlent Kinyarwanda, et pour faire écho, ça sonne bien quand on cite le Rwanda. Ça sonne bien quand on parle des... Ils sont... On vient de le montrer, encore que, admettons encore par absurde, qui est eu selon eux 4 000 ou 6 000 éléments qui vont. Le territoire que nous avons déjà libéré, du nord qui vous cite, pouvez-vous les garder avec 4 000 personnes? Soyez sérieux. Ça, c'est de la blague. Nous disons qu'il n'y a pas de troupes rwandaises et nous disons surtout que ce conflit est un conflit congolo-congolais. Et nous insistons que nous restons ouverts au dialogue sincère. C'est que M. Tshisekedi ne veut pas, mais c'est assez démon. Donc pour cette question du Rwanda, oubliez ça, ça n'a rien à voir, nous le montons et ça. Aujourd'hui, c'est le jour de. Vous aurez des commandos israéliens, j'ai oublié. C'est le gouverneur qui nous informe. Bon, les gouverneurs honoraires ici, parce qu'il est gouverneur. Vous avez dit vous-même qu'il est fugitif. C'est lui qui nous informe qu'ils ont aussi des Israéliens. Tant mieux. Nous nous battons pour une cause, et notre cause est noble.
Et cette cause étant noble, même si vous amenez toutes les armées du monde pour nous combattre, vous verrez que non, nous survivrons. Vous tuerez les uns. Celui qui restera continuera le combat. Tant que la cause, c'est ce dont on parle en disant une cause profonde de la crise. C'est ce que M. Tshisekedi ne veut pas attendre, parce qu'il a peur qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise la vérité, que M. Thier est illégitime, que M. Thier est voleur, Thier est un escroc, que M. Thier détourne de l'argent, que M. Thier est capable. Parlons-en en toute honnêteté et disons maintenant qu'est-ce qu'on fait pour le pays, parce que le pays ne peut pas continuer comme ça. Journée de lutte contre la corruption, c'est dans cette logique. Nous avons quitté les conforts pour rentrer dans l'inconfort. On n'a pas quitté le confort qu'on avait pour venir ici. Mon collègue ici, c'est un professeur des universités américaines. Qu'il accepte de quitter tout ça et venir pour la cause. Je ne pense pas que c'est pour venir juste dire que M. Tshisekedi part et que nous continuons à faire ce qu'ils font. Non. Nous amenons des changements. Et les changements que nous amenons, il sera d'autant plus profond qu'il ne sera pas un changement, ça sera une révolution. La corruption, la mauvaise gouvernance, le régime Tshisekedi a fait du mensonge et de la propagande un instrument de gouvernance. L'année passée, vous avez suivi son discours hier. L'année passée, à la même date, il avait dit qu'il allait construire 38 000 km de route. Aujourd'hui, il y a un autre discours. J'espère que les 38 km ont été construits. J'aurais bien voulu voir ça. Donc, nous ne nous monarchisons pas. Nous présentons des faits. Est-ce que nous sommes en mouvement vers Ouvira? Non. Mon collègue l'a si bien dit. Nous avons une posture défensive. Nous nous défendons. Et tant que la menace sera identifiée, la meilleure défense pour nous, et c'est notre stratégie, c'est d'aller éliminer la menace d'où elle sort. On nous a tiré du Burundi. On nous a bombardé de partout. On nous a tiré à partir des Rufungi, Sangi, toutes ces zones. Devions-nous croiser les bras lorsque nous voyons les gens mourir? Non. Autre élément, la zone est devenue positive. Ouvira est invivable, avec des groupes interrompus. Les efforts de ceux qui se battent contre les Ouazalais, les troupes burundaises qui obéissent à leur commandement. Alors, devant cette situation, Ouvira est devenu intenable. Les gens meurent tous les jours. Le haut plateau, une communauté entière est en voie d'être décimée. Devons-nous rester comme ça? Ça, c'est ça la question. Je crains qu'on ne nous accuse demain de non-assistance personnelle. Nous nous défendons donc, mais les menaces étant positionnées à tel ou tel endroit, nous faisons en sorte qu'on neutralise cette menace à partir de la source. C'est ce que nous faisons et depuis tout ce temps, nous sommes donc dans cette logique. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans notre mot introductif, comment sommes-nous arrivés là? C'est M. Tshisekedi le responsable. La crise est congolaise. La solution, le problème, c'est M. Tshisekedi. Comme le disait l'ancien président de la République. Et la solution, c'est M. Tshisekedi. Le jour où il voudra que nous discutions réellement, ça ira mieux. Deuxième série. Namna gisi sasa wanasema mtajiunga na mnajua kama jeshi
jeshi ya Kongo wanakuwa na FDLR ndani, ukisema na nyinyi mtajiunga na FDLR kupiganisha FDLR. Nadhani ndio ilikuwa swali ya ndugu Malivika. Ndugu Malivika, labda inaomba ulinganishe agreement ya Washington na hiyo ya Doha. Hiyo ya Washington inakuwa na watu ambao wanahusika, inahusisha nchi mbili, Kongo na Rwanda, na wao ndio wataenda kupanga mpango kama vile walikubaliana kupiganisha FDLR. Sisi hatuko jeshi ya Rwanda kama vile unaweza kuwaza, na sisi mambo ambayo Rwanda wanachukua na government ya Kongo, sisi haituoni kama chama, lakini inaweza katuona kama sisi Wakongomani. Maana kila kitu ambayo government ya Kongo, kila agreement ambayo government ya Kongo inakamata, wanaikamata kwa jina ya Wakongomani wote. Ni kusema hata na wewe unahusika, maana uko Mkongomani, hata kama najua unakuwa pia ni mtu wa Amerika, lakini uko pia Mkongomani. Ni kusema sisi kufuatana na hiyo, hata kama hiyo swali na sisi inakuwa moja wa hizo vitu ambavyo tunaita chanzo ya vita na ambao na sisi tuko tunazungumzia, lakini hatujapatana na DRC government namna tutaenda kusuluhisha hiyo swali. Tulipanga vitu ambavyo tunaita protocol, na kazi ambayo tutafanyisha kwa hiyo protocol ambayo inahusika na hiyo swali ya security, na huko ndio tutaongea namna sisi tutafanya hao watu, lakini hatujakubaliana na DRC government kama tunaenda kuunga jeshi pamoja kupiganisha watu. La Kenya, la Laine et à Ndolo. Les uns sont même des condamnés à mort et d'autres sont des prisonniers non jamais jugés et qui sont là. Juste probablement parce qu'ils sont soupçonnés d'être des mèches, d'avoir un lien familial, professionnel, d'amitié avec un ou deux membres de l'AFC-M23. Ils sont nombreux. Personnellement, j'ai 19 membres de la famille qui sont dans ces conditions et qui n'ont jamais été jugés. Nous avons autant de personnes qui sont aujourd'hui en exil, juste parce que on dit que vous êtes liés d'une certaine façon. C'est 1 millier de Congolais, dans lesquels vous avez nos frères qui ont commencé d'ailleurs depuis longtemps, ceux qui sont des Piranéo, donc ceux qui sont de la communauté Tutsi, la communauté Tutsi du Nord Kivu. Mais la communauté soit uniforme en général. Le fait d'être soit uniforme, c'est aussi une infraction. Et ça s'étend jusqu'au sein de l'armée. Donc c'est des FARDC. Quand il est Katangé, un officier ou qui, c'est à ce moment. Vous êtes lié automatiquement soit à Kabila, ou vous êtes lié surtout à l'AFC-M23. C'est une épuration. Ils ont une question claire. Et au niveau des Doha, notre délégation a soulevé ça comme l'un des préalables. On a appelé ça les mesures de rétablissement de confiance. Parce qu'on ne peut pas se parler si on n'établit pas de confiance. Bien sûr, il y a d'autres questions au-delà des prisonniers. La restitution des biens confisqués illégalement. Vous avez les condamnations à mort. Tel que vous nous voyez ici, nous on est tous ici des condamnations à mort et de certains cas de leçons. Donc
ce sont des jugements fantaisistes. Ce sont ces mesures, il y avait 8 qui étaient. Mais est-ce que le prisonnier, depuis qu'il a. Nous n'avons jamais réussi un seul prisonnier libéré. Alors que c'est signé, c'est un acte qui est disposition de la déclaration de principe où il fallait libérer ces prisonniers à travers un intermédiaire neutre que le Comité international de l'emploi nous attendons tant. Une fois encore, ça montre la mauvaise foi de Kinshasa. Aéroport de Goma. Oui. D'abord, il fallait de qui a fermé l'aéroport. Celui qui a fermé l'aéroport, nous le connaissons. C'est dans la même logique de la guerre économique. Autant on a bloqué les bombes, parce que ça touche la population terrestre. Et j'ai même amené à couper que cette situation se serait produite dans sa province d'origine, qui ne fermerait jamais les banques. Les banques sont fermées, l'épargne des populations bloquées. Ce n'est pas l'argent du trésor, ce n'est pas l'argent des libéralistes, mais c'est l'argent des populations congolaises. Une année, et on les met comme ça, on les soumet dans une sorte de blocus, parce qu'ils sont pas faillis. Et le motif, c'est quoi? Il ne faut pas favoriser l'AFC 23. Nous, à l'AFC 23, nous sommes des sanctionnés de tout genre. Sanctionnés en Amérique, sanctionnés en Europe, sanctionnés, condamnés à mort. Nous n'avons pas de compte bancaire. Vous allez nous punir. Non, c'est une punition collective destinée et pour qui possède une stratégie bien claire de la guerre. C'est dans la même logique que l'aéroport de Goma a été fermé administrativement en mettant les notables. C'est toujours le régime qui a fait ça. Et cette population que vous avez rendue, que vous vouliez rendre prochaine, on les retrouve, c'est même Tshisekedi, à Paris, pour commencer à crier sur le toit en disant non, pour des raisons humanitaires, il faut ouvrir l'aéroport. Donc la question de l'aéroport, le grand bénéficiaire d'une telle infrastructure, c'est la population congolaise. Encore que même les autorités que nous sommes les premiers bénéficiaires. Donc c'est nous qui sommes ceux qui se battent le premier pour que cet aéroport soit ouvert le plus rapidement possible. Mais maintenant, il y a des conditions de 3 ans. Première condition, c'est la question de la sécurité. N'oubliez pas que cet aéroport était entre les mains de ceux qui nous ont combattus. Cet aéroport, il y avait plusieurs forces, Samir Diassi, la MONUSCO, les Ouazalendo, les FDLR, mais surtout encore les FARDC. Avant de partir, ils ont pris soin d'épier, de détruire la tour de contrôle et de faire circuler surtout les gros engins, les chars sur la piste. Mais ils ont aussi déposé certains objets explosifs qui font que techniquement, avant même d'envisager l'ouverture de cet aéroport, il faut d'abord garantir la sécurité aérienne en dessous. Ça, c'est un processus. Et ça fait maintenant aussi partie de ce qui est déposé comme dossier à loi. La bonne foi de Kinshasa déterminera la suite des événements. Mais je pense que Kinshasa a un seul langage qu'il entend. Il arrivera un moment où il sera obligé de comprendre que tout ce qu'il a pris comme décision irresponsable contre la population de ses côtés
C'est-à-dire, l'aéroport, la première question, c'est sécuritaire, préalable, mais aussi technique. Technique dans le sens que non, quand on aura mis ça en œuvre, il va falloir que nous organisions les services qui vont gérer tout ça. Bon, les humanitaires sont un autre acteur. Les humanitaires constituent aussi un autre acteur qui pense que l'aéroport devrait être ouvert parce qu'ils sont aussi bénéficiaires dans le cadre de leur service. Avec raison. Pour ça, nous voulions préciser que les humanitaires, depuis que nous sommes dans la zone libérée, les humanitaires ont l'accès, et ont même plus d'accès qu'il y en avait avant que nous on soit à Goma. Et que les humanitaires, nous avons des rapports très bons, au point qu'il est avec les autorités des faits, parce qu'ils nous appellent les autorités des faits, nous avons des rapports justes et nous permettons surtout l'accès à tout le monde et toutes les facilités nécessaires, ils en bénéficient. Et ils vont continuer à en bénéficier. Et d'ailleurs, avec la situation qui prévaut aujourd'hui au sud Kivu, une évaluation rapide va être faite et je pense que les résultats de cette évaluation dans les camps d'urgence seront partagés par les humanitaires parce qu'avec ce que les Ouazalènes et les FARDC ont fait ou continuent à faire et ce que l'armée burundaise a fait au niveau de cette zone, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'assistance. Les cas échéants dans les jours qui viennent, je pense que cette évaluation permettra qu'on ait quelques réponses coordonnées quant à ça. Donc, l'aéroport de Goma sera certainement ouvert, mais il va falloir que nous dégagions les contraintes sécuritaires et techniques autour de ça. Il ne faut pas non plus oublier que nous, dans le cadre de sa propagande, ils ont toujours dit qu'ils attendent d'ouvrir l'aéroport pour qu'ils fassent descendre un commando, de sorte qu'ils veulent, je ne sais pas moi, libérer la ville, c'est pas peu, alors que la ville est libérée, elle est libre, et aujourd'hui, ce qui est la population qui vit ici, il n'y en a plus. À Goma, il n'y a plus de grands coréens. À Goma, la ville est devenue proche. À Goma, vous pouvez rester, je parle ici sous le contrôle du maire de la ville, qui, juste en entrant ici, nous a fait comprendre que ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas enregistré un coup de balle dans la ville de Goma. Il est présent, le maire de la ville, il dit que c'était 2 mois, aucun coup de balle. À Goma, les gens ont repris les activités. À Goma, sans moyens, avec toutes les restrictions qu'on a. À Goma, nos gouverneurs sont dans les exploits. Nos gouverneurs sont dans la voirie, en train de réparer. Et quelqu'un d'autre m'a témoigné, non, monsieur le coordinateur, vous nous étonnez. Il dit, depuis l'AFDEL, toutes les révolutions qui sont passées par-ci, aucune révolution n'a jamais réparé, augmenté le tout dans la vie. À Goma, comme je dirais, à Goma, au nord Kivu, comme au sud Kivu, où les gens sont rentrés dans les champs. La production des biraïs, des pommes de terre, a pris surtout à Ngungu, Mirago. À Goma, les gens ont repris les travaux dans leur plantation. Moi-même, votre serviteur, des centaines d'hectares de maïs j'ai planté et je suis en pleine. Les récoltes vont commencer la semaine prochaine. Au Kivu, vous avez aujourd'hui des centaines de camions qui passent tous les jours pour retourner les vaches dans les fermes à Massissi. Le retour des vaches, c'est le synonyme de la stabilité. Et ça, coup de chapeau à nos forces de sécurité qui. Et aujourd'hui, la restauration de l'autorité de l'État évolue.
Et lorsqu'on parle de cette autorité de l'État, restauration de l'autorité de l'État, non, c'est plutôt que non, cette ambiance de paix, de stabilité qui est entrée dans la zone libérée, contamine désormais les Katanga, contamine l'Ituri, contamine le Béni, contamine Kinshasa là où on ne sait même pas gérer les embouteillages, où la question de salubrité est devenue, je ne sais pas quoi, où voilà ce que nous voulons et c'est ça le Congo de demain, la libération est en marche. Je pense qu'on peut prendre la dernière ou bien on s'arrête. Dernière série, 3 questions.